Bonjour, élèves deuxième bac sciences mathématiques. Bon, la première partie, c'était de définir le régime sinusoïdal alternatif. Et bon, on a vu en deuxième paragraphe l'étude expérimentale de la réponse du circuit en courant. Et maintenant, donc, en cette deuxième partie, je vais commencer par l'étude théorique de ce régime. Bon, voilà le schéma du circuit électrique. Voilà, donc on a ici le générateur qui délivre la tension U, la bobine, le conducteur ohmique de résistance R' et le condensateur de capacité C. Alors, on va commencer par établir l'équation différentielle. Donc, 2A, équation différentielle. Alors, on va appliquer l'additivité des tensions, à savoir donc la tension, la somme des tensions égale à la tension I de T. Donc, on a UL plus UC plus UR' égale à la tension I de T. Bon, on a UL égale à LdI sur dt plus RI. Et puis UC, donc on sait bien que UC, c'est la charge du condensateur Q sur C. Et Q, donc c'est, puisque Q est variable, alors Q c'est quoi? C'est l'intégrale 1 sur C fois l'intégrale de 0 à T de I dt. Alors, donc on va trouver cette équation différentielle en fonction de I et sa dérivée et aussi son intégrale. Et donc, alors, UR' égale à, d'après la loi d'Ohm, c'est R' fois I. Et finalement, on a LdI sur dt, ok? Alors, plus, ok? UC, donc c'est 1 sur C, l'intégrale de I dt, plus ce deuxième terme de la tension UL, c'est RI plus R'I. Donc, je peux factoriser par I et trouver R plus R' I, donc égal à I de T. Alors, on pose la résistance totale du circuit, je vais la noter par R égale à R plus R'. Et ainsi, donc, l'équation différentielle aura cette expression L dI sur dt plus 1 sur C, l'intégrale de I dt, plus R I, alors égal à U de T. Alors, voilà donc l'équation différentielle. Bon, on va donc résoudre cette équation différentielle. Donc, 2B, résolution, ou bien solution de l'équation différentielle. Solution de l'équation différentielle. En fait, l'équation différentielle, normalement, c'est la fonction, ou bien c'est la relation qui lie la fonction et ses dérivés. Alors ici, on a l'intégrale. Et on va voir pourquoi on a écrit cette équation différentielle ainsi. Parce que on ne va pas la résoudre, ok, d'une façon purement mathématique. Mais on sait bien que, d'après les observations expérimentales, que I est une tension, pardon, est une intensité alternative sinusoïdale, de même période que l'excitation qui est UT. Alors, on va se servir de l'expression de I de T, puisque c'est une fonction sinusoïdale, pour trouver la solution à cette équation différentielle. Alors là, on pose, puisque I est une fonction, ou bien I est une intensité sinusoïdale alternative de période T, donc on pose I de T égale à la valeur maximale IM qu'on doit déterminer, cosinus oméga t. Ok? Alors ici, je vais prendre phi égale à 0. Et puis, la tension I de t égale à U max cosinus de oméga t
plus phi. Donc nous, on cherche à déterminer IM et phi. Ça veut dire le déphasage entre la tension et le courant, qu'on ne connaît pas, et l'intensité maximale du tension. Donc si on connaît phi et on connaît IM, donc la solution est déterminée. Alors pour ce faire, donc, on doit se servir de vecteur Fresnel. Okay. Alors donc, avant de se servir de ce vecteur, okay, alors on va effectuer la dérivée de I de t et l'intégrale de I de t. Donc commençons par la dérivée. Bon, je vais effacer cette figure. Bon, dI sur dt égale. Bon, la dérivée donc de cette fonction, ça va donner moins im oméga sinus oméga t. Alors là, puisque j'ai u de t en cosinus, et ici i, là, il n'y a pas ni intégrale ni dérivée, donc i va s'exprimer ainsi. Alors je vais faire une transformation pour avoir di sur dt en fonction de cosinus et non pas de sinus. Bon, ça va donner, on sait bien que sinus alpha, ok, ou bien moins sinus alpha égale à cosinus alpha plus pi sur 2. Donc ça va donner im oméga cosinus de oméga t plus pi sur 2. Alors, effectuons l'intégrale de I de t entre 0 et t. Donc, ça va donner, alors, l'intégrale de I de t sera égale à, donc, l'intégrale de I, c'est IM, donc je vais la sortir de l'intégrale. Alors, I, donc, ça va donner cosinus oméga t dt. Alors, en effectuant cette intégrale, donc, la fonction primitive du cosinus, c'est le sinus. Lorsque je dérive sinus, je trouve cosinus. Alors, ici, j'ai le facteur oméga. Donc, je divise par oméga et je trouve im sur oméga sinus de oméga t. Ok? Et donc, en exprimant cette intégrale en fonction de cosinus, alors on sait bien que sinus alpha égale à cosinus de alpha moins pi sur 2. Et je trouve finalement cette intégrale égale à im sur oméga. Alors sinus, c'est cosinus oméga t, pardon, oui, c'est ça, moins pi sur 2, moins pi sur 2. Alors, ou bien ainsi, donc l'équation 1 s'écrit de point, donc L fois di sur dt, voilà, donc je trouve donc L oméga im cosinus de oméga t plus pi sur 2. Ok, donc plus 1 sur c, donc fois im sur oméga. Ça va donner im sur c oméga, donc cosinus de oméga t plus ou bien moins pi sur 2. Alors plus RI, donc c'est R, I c'est IM, cosinus oméga t, égale à, alors j'exprime UT en fonction de cette expression et je trouve UM cosinus oméga t plus phi. Donc c'est ainsi que s'écrit l'équation différentielle
tout en sachant que I a cette expression, puisqu'expérimentalement, on a trouvé que I, c'est une fonction sinusoïdale alternative de période T. Ça veut dire de pulsation oméga, qui est la pulsation de l'excitation. Je vérifie, pardon, si la caméra fonctionne. Effectivement, elle fonctionne. Alors, pour déterminer phi, ok, parce que phi est inconnu, et IM est inconnu. Alors là, on va procéder par les vecteurs de Fresnel. Ça veut dire, ici j'ai trois fonctions sinusoïdales, ok, première fonction, deuxième fonction, troisième fonction, et la quatrième fonction sinusoïdale. Donc, je peux donc faire correspondre à chaque fonction sinusoïdale un vecteur Fresnel. Voilà. Donc, pour déterminer I, M et phi, alors faisons la représentation de Fresnel. La représentation de Fresnel. Donc, pour faire cette représentation, je dois tout d'abord définir les vecteurs Fresnel que je dois faire correspondre à chaque fonction sinusoïdale. Bon, donc, on fait correspondre donc le vecteur V1 à la fonction L oméga IM cosinus oméga T plus phi. L oméga IM cosinus oméga T plus pi sur 2. Donc, le module de ce vecteur c'est donc la valeur maximale de cette fonction qui est L oméga IM. L oméga IM. Et sa phase, ok, ça veut dire la phase, c'est l'angle que fait V avec le vecteur unitaire I. Pardon, donc je dois inverser le vecteur unitaire I avec V1. Donc égal à la phase à l'instant T de cette fonction sinusoïdale, donc oméga T plus pi sur 2. Bon, le deuxième vecteur, c'est le vecteur V2. Donc, je fais correspondre V2 à la tension, ou bien, voilà, donc à la tension appliquée au condensateur. Ça veut dire, voilà, donc à la fonction IM sur C oméga cosinus oméga T plus moins pi sur 2. Donc le module de V2 sera égal à l'amplitude de cette fonction qui est IM sur C oméga et la phase ou bien l'angle que fait V2 ou bien que fait le vecteur unitaire I avec le vecteur V2 n'est autre que la phase à l'instant T de cette fonction oméga T moins pi sur 2. Bon, le vecteur donc V3, il correspond à la tension en borne du conducteur ohmique, à savoir R IM cosinus oméga T. Donc, la phase, ou bien le module de V3 sera égal à RIM, qui est l'amplitude de la fonction,
ou bien de la tension au bord du conducteur ohmique, et la phase, donc I, V, 3. Alors là, ce sont des angles, donc je dois mettre ce chapeau, égal à 0. Et finalement, le vecteur V4, alors il correspond à la tension, à l'excitation, donc UM, cosinus oméga t plus phi. Alors l'amplitude de ce vecteur, donc ici 4, c'est l'amplitude qui est UM. Tandis que l'angle que fait le vecteur V4 avec, ou bien que fait le vecteur unitaire I avec V4, égale à phi, pardon, oméga t plus phi. Donc pour simplifier, ok, au lieu de faire la représentation de Fresnel à l'instant t, ok, il est préférable, ou bien il est pratique de faire cette représentation à l'instant t égale à 0. Pourquoi? Parce que oméga est constante, ok. Ça veut dire que le déphasage entre deux fonctions, ok, ne change plus, puisque oméga est constant. Okay. Donc c'est pour cela que on va faire la représentation de Fresnel à l'instant t égale à 0. Voilà, donc je vais effacer cette partie. Donc pour simplifier, on fait la représentation de Fresnel à l'instant t égale à 0. Donc à l'instant t égale à 0, ok, ce qui nous intéresse, c'est l'angle. Ok, donc à t égale à 0, on a l'angle sera égal à pi sur 2 entre I et V1. V2, l'angle sera égal à moins pi sur 2. V3, l'angle, donc, c'est toujours 0. Et puis, l'angle ici, c'est phi. Ok? Alors là, bon, je peux réécrire ces angles. Alors, I, V, 1, égale à pi sur 2, I, V2, égale à moins pi sur 2. Donc, IV donc, sera toujours égal à 0, ok, parce que le vecteur V3 ne tourne plus dans l'axe, ok. Ça veut dire que donc il tourne, mais chaque fois on a le. Alors pardon, ici normalement I V3 c'est pas 0, ok, mais c'est oméga t, c'est ça. Alors ici c'est pas 0. À l'instant t, donc l'angle que forme I avec V3, c'est oméga t, parce que le vecteur tourne, mais à l'instant t égale à 0, sa phase, ou bien l'angle que forme avec I est 0. Ok, donc ici c'est oméga t, c'est pas 0. Voilà. Donc, I V3, donc égale à 0. Oméga t, donc t égale à 0, ça veut dire que cet angle égale à 0. Et V4, alors donc le vecteur V4 avec I forme un angle de phi. Donc là, il est plus facile de faire cette représentation. Alors je trace l'axe des X. Voilà, X. On a ici le vecteur unitaire I. Bon, l'axe des Y. Voilà. Le vecteur J.
Et je commence. Bon, le premier vecteur que je vais représenter à l'instant t égale à 0, donc je commence par le vecteur V3. Ok, donc V3, alors sa direction, elle est confondue avec l'axe des X. Alors voilà le vecteur V3. Donc V3, qui a le module, ou bien qui a comme norme RIM. Puis, je représente le vecteur V1, qui a l'angle pi sur 2. Alors l'angle, donc puisque V1 a un angle pi sur 2, donc sa direction est confondue avec l'axe des Y. Ok. Et donc puisque l'angle égale à pi sur 2. Alors ce que je veux faire, ok. Donc je translate ce vecteur, ok, de telle sorte que son extrémité coïncide avec, son origine coïncide avec l'extrémité du vecteur V3. Donc je translate le vecteur V1, ok, et sa direction est verticale sur la figure. Bon, voilà le vecteur V, donc 1, V1. Bon, et je représente maintenant le vecteur V2. Alors, je représente ces vecteurs, c'est comme si on représente le polygone des vecteurs de Fresnel. Le polygone doit être fermé. Okay. On le ferme à partir du vecteur V4. On fait l'analogie avec la mécanique, ok. Donc, on a vu en mécanique en tronc commun que si un solide est en équilibre sous l'action de plusieurs forces qui sont non parallèles, ok, alors le polygone des forces est fermé. Bon, le vecteur V2. Alors V2, donc à t égale à 0, A pour angle avec I, c'est moins pi sur 2. Donc la direction elle est verticale, mais le sens est dirigé vers le bas. Okay. Donc je représente ce vecteur-là et je le translate de telle sorte que son origine coïncide avec l'extrémité de V1. Bon, a priori, bon, on ne connaît pas si V1, le module de V1 est supérieur au module de V2. Okay. Donc je vais représenter comme si le module de V1 est supérieur au module de V2. Alors voilà le vecteur V2, ok. Bon, sinon, si le module de V2 est supérieur à V1, donc je dois prolonger ce vecteur jusque ici. Bon, là, je dois fermer mon polygone des vecteurs de Fresnel, ok, pour réaliser cette sommation, pour que la tension, ou bien le vecteur V4, en fait, égale à V3 plus V2 plus V1. Donc, je dois fermer le polygone des forces avec le vecteur V4, ok. Voilà. Donc, on a ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, nous donne ce vecteur. En fait, pour que le polygone des forces soit fait, donc je dois inverser, je dois mettre le sens ici, ok. Mais vous voyez que ici je représente en fait, parce qu'on a la somme égale à ce vecteur. C'est pas la somme des vecteurs égale à 0. Si la somme des vecteurs égale à 0, donc je dois, ce sens, je dois l'avoir ici, ok. Donc c'est le vecteur, je représente le vecteur V4 et non pas le vecteur moins V4. Ok, parce que on a V1
plus V2 plus V3 égale à V4. Ça veut dire que si je veux représenter le polygone des vecteurs fermés, donc je dois avoir V1 plus V2 plus V3 moins V4 égale à vecteur nu. À ce moment-là, donc pour fermer le polygone des forces, je dois inverser ce sens et écrire ici moins V4. Mais nous, on a besoin de ce vecteur V4 et non pas son opposé. Donc finalement, on peut donc déterminer le module de ce vecteur, ok, à partir du module de ces trois vecteurs. Okay. Donc là, au lieu d'écrire les vecteurs V1, V2 et V3, je peux ici écrire les modules de ce vecteur. Donc ici, on a, ça veut dire la longueur de ce vecteur, bon, on n'a pas ici l'échelle. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la valeur de IM. Okay. Donc là, le vecteur I V1, son module c'est V1, c'est L oméga IM. L oméga IM. Le vecteur V1, donc son module, c'est quoi? C'est, V3. V3, c'est donc RIM. RIM. Et le module du vecteur V2, donc c'est IM sur C oméga. IM sur C oméga. Le module de V4, c'est UM. UM. Alors, à partir de cette représentation de Fresnel, je peux en déduire. Donc, le module du vecteur, ça veut dire l'amplitude de la tension IM en fonction de l'amplitude de ces trois fonctions, ou bien de ces trois tensions. Et donc là, voilà donc la phase phi. Ok, à t égale à 0 de la tension UM. Donc pour déterminer UM, alors je peux appliquer Pythagore. Pythagore, ok. Donc ainsi, ou bien d'où, de point, on a UM au carré égale. Alors voilà l'hypoténuse, donc égale à le côté, ou bien la longueur du côté adjacent au carré, c'est RIM au carré, plus, donc, ce côté. Et ce côté, donc, en faisant une soustraction géométrique, je trouve que la longueur de ce côté, c'est, puisque j'ai pris L oméga IM est supérieur à IM C oméga, comme on peut avoir IM sur C oméga est inférieur et supérieur à L oméga IM. Donc ce côté-là a pour longueur L oméga IM moins IM sur C oméga. Ok. Et finalement, UM égale à L. Donc je peux factoriser par IM. Ok. Alors IM au carré, facteur de L oméga au carré, L oméga moins 1 sur C oméga au carré, moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Ok, plus R IM au carré. Ok, donc je peux factoriser par IM, là, plus R au carré. Ok, donc si je veux déterminer IM, ok, donc je peux écrire IM au carré égale à UM au carré sur ce facteur. Et finalement, je trouve que UM sur IM égale à la racine carrée de L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré, plus R au carré. Et on avait dit que UM sur IM égale à l'impédance du circuit. Ça veut dire que donc,
Z égale à la racine carrée de L oméga moins 1 sur C oméga, le tout au carré, plus R au carré. Donc voilà l'expression de oméga. Et d'après les observations, on a vu que lorsqu'on fait varier la fréquence du signal, ça veut dire lorsqu'on fait varier la pulsation, Z varie. Et voilà, on a trouvé que Z dépend de la pulsation ainsi que des paramètres du circuit. Alors donc, pour la phase phi, ok, alors ici, si on connaît, on détermine Z, donc il est facilement, on peut déterminer IM. Donc pour la phase, alors la phase phi, donc on peut ici procéder par tangente. Donc tangente phi égale à l'opposé qui est L oméga IM moins 1 moins IM sur C oméga, divisé par RIM. Donc je simplifie par IM et je trouve que donc tangente phi égale à L oméga moins 1 sur C oméga divisé par R. Je peux même déterminer cosinus phi, qui est une grandeur importante de point de vue consommation de puissance, on va voir ça. Alors cosinus phi égale à RIM divisé par UM. Ok? RIM divisé par UM. IUM, voilà UM, donc UM égale à la racine carrée de IM au carré, donc c'est IM, racine carrée de L oméga moins 1 sur, ainsi de suite. Okay. Donc, cosinus phi égale à UM, ok, pardon, RIM sur UM. Et en remplaçant donc UM par son expression, voilà UM, ok, donc UM égale à la racine carrée, voilà, je peux écrire ici, UM égale à la racine carrée de, bon, pardon, égale à IM, la racine carrée de L oméga moins 1 sur C oméga au carré, plus R au carré. Donc je trouve finalement cosinus phi égale à R divisé par, donc je simplifie par IM, ok, et L oméga moins 1 sur C oméga au carré racine, ça donne Z, donc sur Z. Voilà, cosinus phi. Donc je vais parler de cosinus phi lorsqu'on parle de la puissance au dernier paragraphe de cette leçon. Donc voilà ce qu'on a obtenu théoriquement en résolvant l'équation. Alors là, on va interpréter ces résultats qu'on a trouvés théoriques, est-ce qu'ils sont conformes avec les résultats expérimentaux. Bon, la première remarque, premièrement, donc on a fait, donc on a trouvé tangente phi égale à L oméga moins 1 sur C. Ça veut dire que phi égale à tangente moins 1, ça veut dire arc tangente de cette grandeur. Et on voit donc que phi peut être négatif ou positif. Donc phi est une grandeur algébrique. Phi est une grandeur algébrique. Ok, et là donc, si tangente phi, donc là, si tangente phi est négative, ok, négatif, donc ça veut dire que, ou bien en commençant par positif, toujours on commence par le côté positif, puis le côté négatif. Donc si tangente phi est positif, ça veut dire que phi
l'est aussi positive. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que L oméga est supérieur à 1 sur C oméga. Alors dans ce cas, on a le courant et on avance de phase de la tension. Ok. Alors, donc ici, première étoile. Alors, le courant est en avance de phase par rapport à la tension. Par rapport à U de T. Tandis que, bon, alors dans ce cas, on dit que le circuit est inductif. Ça veut dire que l'effet inductif emporte sur l'effet capacitif. Donc le circuit est inductif. Voilà. Bon, si phi ou bien tangente phi est inférieure à 0. Si tangente phi est inférieure à 0 implique que phi est inférieur à 0. Ça veut dire que 1 sur C oméga est inférieur à L oméga. Alors dans ce cas, la tension, ça veut dire I de T, et on avance en phase, donc par rapport à I. Alors dans ce cas, le circuit est capacitif. Capacitif. Ça veut dire que l'effet capacitif du circuit l'emporte sur l'effet inductif. Ça veut dire que l'effet électrostatique l'emporte sur l'effet électromagnétique dans le circuit. Tandis que si phi, ou bien tangente phi égale à 0, alors dans ce cas, on a phi égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que L oméga égale à 1 sur C oméga. Ok? Bon, là, on a U de T et I de T sont en phase. Et là, la constatation la plus, ou bien la remarque ici la plus importante, est que là, ou bien l'impédance du circuit égale à la résistance, parce que lorsqu'on prend L oméga égale à 1 sur C oméga, donc l'impédance sera égale à R. Ok? Ça veut dire que Z égale à R. Ok? Et cosinus phi dans ce cas égale à 1. Ok? Z égale à R. Alors dans ce cas, on a et I max ou bien U max égale à R fois I max. Alors là, on dit qu'on est en résonance. Ça veut dire que le circuit résonne. Ok. Alors le circuit est en résonance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la résonance? Et, bon, comment sera le courant? Donc, j'avais dit, bon, en observation expérimentale, que Imax atteint sa valeur maximale. Okay. Donc, la prochaine séance, on va parler de la résonance et de la puissance. Alors, merci pour votre attention.